Maintenant, pour réagir à tous ces dossiers de la journée, je retrouve dans le foyer de la Chambre des communes notre panel de députés. Alors, pour les libéraux, Greg Fergus, pour les conservateurs, Pierre Paulus, pour le NPD, Pierre-Luc Dussault et pour le Bloc québécois, Monique Posé. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. On va parler d'abord du rapport du vérificateur général par intérim qui conclut que le système de demande d'asile au Canada est complètement embourbé. Je vais débuter avec les conservateurs ce soir parce que M. Paulus, le vérificateur général, dit que le problème remonte à 2010 alors que les conservateurs étaient au pouvoir. C'est de la faute à qui, justement, si ce système est complètement embourbé, selon vous? Bien, écoutez, si on écoute les libéraux, c'est sûr que c'est la faute à Stephen Harper. Stephen Harper a d'autres l'âge depuis une couple d'années, mais en 2012, il faut oublier qu'il y a des changements qui ont été faits. Les demandes devaient être vérifiées en dedans de 60 jours. Là, maintenant, avec toute l'histoire, dans le fond, le processus des demandeurs d'asile existe déjà depuis longtemps, on le sait, dans les aéroports ou ailleurs. Mais l'histoire de Roxham Road, le chemin Roxham, les 40 000 qui ont traversé illégalement chez nous, c'est ce qui n'a pas aidé et qui a embourbé le système. Et c'est là qu'on déplore que depuis 2 ans, le gouvernement ne prenait pas de mesures pour arrêter cette situation-là. Et aujourd'hui, évidemment, après cette fait traiter de raciste, de vouloir créer la peur, tout ce qu'on voudra, le vérificateur général a quand même confirmé qu'il y avait un problème. Et le problème, c'est pas les gens qui sont venus chez nous. Le problème, c'est dans la machine, c'est les décisions qui sont prises par le gouvernement. Et c'est là qu'on demande toujours d'investir de l'argent après avoir mis 1,1 milliard. Ça marche pas. Ouais. Puis le vérificateur général était assez clair. Là. Monsieur Fergus des libéraux, le vérificateur général constate en effet qu'au moment même où on se parle, il y a des demandeurs qui attendent 2 ans plutôt que 2 mois avant qu'on statue sur leur sort. Comment c'est possible encore aujourd'hui que des demandeurs d'asile attendent pendant 2 ans? Et M. Paulus a raison, certainement, ça a commencé avec les conservateurs, ça a commencé avec le fait qu'ils ont sabré dans les budgets, puis ils n'ont pas laissé assez d'argent là pour adresser, pour répondre aux besoins. On était pris avec une situation en 2017 et 2018 avec un nombre accru des demandeurs d'asile. Et puis la chose que je peux dire, tout d'abord, on reçoit avec, on est content avec le rapport du vérificateur général. Oui. Et puis, certainement, il a noté le fait qu'on a éliminé les arriérages presque à zéro des conservateurs. Et maintenant, on a mis des moyens qui sont en place. Puis, en acceptant ces vérifications, puis aussi avec l'argent qu'on a mis dans les 2 derniers budgets, pour vraiment répondre aux lacunes qui a été commencées avec les conservateurs. On a un système beaucoup plus solide. Mais quand même, le vérificateur général fait état que ces lacunes vont perdurer s'il n'y a rien qui est fait rapidement, là. Oui, effectivement, il avait proposé des différentes façons pour répondre au processus, pour éviter les doublements. Puis, comme j'ai dit, on accepte ces recommandations-là. Mais la chose qui est très importante, et les Canadiens doivent être rassurés, c'est que le fait qu'il y a dans aucun cas qu'il y avait quelqu'un qui a traversé nos frontières, qui représentait une menace ou il a posé un problème de la criminalité ou de la sécurité aux Canadiens ou au Canada. Bon. Je me tourne maintenant du côté du NPD parce que je veux qu'on dise un mot sur les centres d'appel du gouvernement. Monsieur Dussault, le vérificateur général déplore que c'est impossible pour la moitié des personnes qui appellent de joindre un agent, de parler à un agent dans les centres d'appel. Et là, des ministères, et c'est souvent des clientèles qui sont plus vulnérables, les immigrants, des personnes âgées, des personnes qui sont sans emploi. Qu'est-ce qui devrait être fait de mieux? Qu'est-ce que vous pensez du côté du NPD de cette situation-là? Et qu'est-ce qui peut être fait de mieux? Bien, merci de la question. C'est totalement inacceptable, effectivement, que plus d'un citoyen sur 2, lorsqu'il appelle au gouvernement, lorsqu'il veut avoir une réponse à sa question sur son propre dossier, sur sa situation, parfois justement des gens vulnérables qui ont besoin de cette aide, et souvent c'est de l'aide financière même qui leur permet d'avancer dans la vie, bien, se font raccrocher la ligne au nez 1 fois sur 2. Ça, c'est la réalité de l'Agence du revenu du Canada. On l'a vu dans un rapport précédent. Là, c'est la réalité aussi qu'on connaît, qu'on savait, mais qui a été confirmée par le vérificateur général, que dans les centres d'appel de Service Canada, donc pour le chômage, pour les pensions, c'est la même chose. Chez les Immigration Canada, c'est la même chose également, même pire. 70 % ne se rendent même pas à un agent en personne pour parler à quelqu'un. Qu'est-ce qui peut être fait de mieux?
bien, ce qui peut être fait, c'est d'investir dans nos centres d'appel. Puis ça fait 4 ans que le gouvernement est en poste, là, donc on ne peut pas blâmer les autres pour ça. Là. Puis aujourd'hui, la ministre blâme encore les conservateurs, alors que ça fait 4 ans qu'elle aurait pu régler le problème. À l'Agence du revenu, là, le problème existe aussi chez Service Canada. Et puis, pourtant, là, quand que SNC-Lavalin ou quand l'Oblast ou quand M. Bronfman appelle le premier ministre, là, il répond tout de suite au téléphone, prend la ligne et va bouger mer et monde pour que ça marche leur affaire pour eux autres. Mais quand c'est les Canadiens ordinaires qui appellent, une fois sur deux, ils se font flusher par la ligne, tout simplement. Et ça, c'est inacceptable. Madame Posé, au Bloc québécois, sur l'absence de taxe Netflix là, qui fait perdre des millions en revenus au gouvernement, on sait que ça fait un bout de temps que le Québec réclame cette taxe-là, que les entreprises versent directement la taxe pour les produits et services. Qu'est-ce que vous pensez des conclusions du vérificateur général à cet égard au Bloc? Eh bien, les conclusions du rapport général prouvent que le Québec avait raison, lui, d'imposer, de mettre une taxe à tous les produits Netflix de ce monde. Écoutez, il dit qu'il y a 169 millions de dollars que le gouvernement canadien se prive. 169 millions, ils n'ont pas d'idées où ils pourraient les mettre. Nous autres, on en a des idées. La culture, par exemple, le domaine de la culture qui pâtit de toute cette électronique-là qui arrive. Je veux dire, il y en aurait bien besoin. Eux autres, de 169 millions. Et le Québec, lui, a agi. Le Québec a dit, bien, Netflix, oui, ils vont payer leurs taxes comme tout le monde. Alors, et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'au bout de 3 mois, ils avaient récolté beaucoup plus que ce qu'ils pensaient. Alors, il me semble que le gouvernement fédéral devrait s'inspirer de ce qu'a fait le Québec dans ce dossier-là. Il va récolter encore plus d'argent. Alors, son 169 millions, là, qui est en manque présentement, là, bien, probablement que ce sera encore plus que ça qu'ils pourraient avoir. Puis donnez-en au milieu de la culture, ils en ont bien besoin. Bon, je veux qu'on parle rapidement du discours de M. Scheer devant le Corim à Montréal aujourd'hui. Le premier ministre, c'est en fait, le premier ministre, le premier de 5 discours pour exposer la vision de M. Scheer, qui est encore chef du Parti conservateur au moment où on se parle. Bon, il a affirmé que les relations canado-chinoises doivent être complètement repensées. M. Paulus, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement? Est-ce que dans ces discours-là, M. Scheer va faire que critiquer le gouvernement ou va proposer quelque chose en bout de ligne? Non, bien, actuellement, écoutez, c'est sûr M. Scheer a critiqué ce que M. Trudeau a fait ou n'a pas fait depuis près de 4 ans, et c'est justifiable. Par contre, il a commencé une série de 5 grands discours. Aujourd'hui, on parlait de politique étrangère et de défense, et la politique de M. Scheer, des conservateurs, sera de revoir les relations avec la Chine. Parce qu'actuellement, on le voit que la Chine ne collabore pas toujours de bonne façon, ou a des façons de faire qui sont très discutables. Donc, on comprend aussi que c'est le joueur le majeur dans le monde au niveau économique, mais il reste qu'à un moment donné, on doit prendre des positions et décider ce qu'on veut. Oui. Et donc, M. Scheer, aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit. Monsieur Fergus des libéraux, en quelques mots, qu'est-ce que vous répondez à M. Scheer là-dessus, à M. Paulus? Moi, je peux dire que je salue le fait qu'enfin que M. Scheer a décidé de proposer quelques idées, mais la chose qui me fait peur un petit peu, qui je pense que ça fait peur aux Canadiens, c'est le fait que les amis de M. Scheer, comme M. Trump ou comme des autres gouvernements d'extrême droite à travers le monde, ils n'ont pas un bon rapport avec la Chine. Ils proposent des idées qui causent beaucoup d'instabilité à travers le monde. On voit cette guerre économique entre les États-Unis et la Chine. Et puis moi, je suis certain que les Canadiens ne veulent pas qu'on emboîte le pas de nos amis américains là-dessus. Bon, un mot maintenant sur la défaite, en fait, la victoire, je devrais dire d'abord, du Parti vert hier en Colombie-Britannique, élection partielle dans Nanaimo, Ladysmith. Au NPD, M. Dussault, en fait, vous perdez la circonscription qui passe maintenant aux mains des Verts. Quelle lecture faites-vous de cette défaite-là hier? Je pense qu'on peut y voir certainement un vote de protestation envers les politiques gouvernementales, les politiques de M. Trudeau, notamment environnementales, par le résultat de hier soir. Cela étant dit, ce n'est pas une élection générale. Puis nous, on a un plan qu'on va annoncer bientôt pour la transition énergétique, notre plan environnemental pour tout le Canada. Donc, on a confiance que ce plan-là va permettre de rallier une grande majorité des Canadiens à la prochaine élection générale.
Donc, il faut voir ce résultat comme, oui, une élection dans un comté en particulier, avec des réalités particulières aussi, dans une élection partielle. Mais je ne pense pas qu'il faut voir une plus grande image du portrait du Canada et la politique canadienne dans tout ça. C'est une victoire du Parti vert. Il faut que j'aille plus vite quand même, M. Dussault. Certains croient qu'il y a un appétit pour l'environnement, la lutte au changement climatique, que finalement, ça pourrait s'imposer dans la campagne électorale. Madame Posé, on sait qu'au Bloc québécois, vous voulez parler d'environnement pendant la campagne électorale. Qu'est-ce que ça pourrait laisser présager, selon vous, que cette victoire dans l'Ouest canadien des Verts? Bien, d'abord, je commençais par féliciter le vainqueur. Puis, effectivement, par rapport aux libéraux, c'est un gouvernement libéral. Ils arrivent en dernier. À leur place, je me poserais de sérieuses questions. Maintenant, je suis contente que Mme May, elle ne sera plus seule en Chambre, mais je veux rappeler qu'au Québec, pour ce qui est de l'environnement, c'est le Bloc québécois qui représente le parti qui va défendre le mieux l'environnement, parce que nous, on le fait sans compromis. Je veux dire, les Verts, par exemple, ils vont dire dans leur programme, il y a une lettre de Mme May, comme quoi qu'il faut avoir plus de raffineries en Alberta. Le Bloc québécois, lui, non. C'est sans compromis que nous allons défendre l'environnement. Est-ce que, M. Paulus, en quelques secondes, ça va inciter votre parti à déposer finalement votre plan en matière d'environnement? Comme vous savez maintenant, ça fait partie des 5 grands discours de notre chef, donc ça s'en vient bientôt. On va avoir une plateforme environnementale, inquiétez-vous pas. Monsieur Fergus, il reste 10 secondes. Comment vous interprétez? Vous êtes arrivé, les libéraux, 4e hier soir. Moi, je peux dire tout d'abord féliciter M. Manley d'avoir gagné son élection hier en Colombie-Britannique. C'est une bonne nouvelle. Cela veut dire que l'environnement est bel et bien un enjeu électoral dans les prochaines élections. Ça, c'est un comté où les libéraux n'ont jamais représenté dans toute son histoire. C'était une circonscription qui est balancée entre le Parti néo-démocrate puis le Parti conservateur. Ouais. Alors, pour moi, j'ai bien dormi hier soir, mais j'imagine que 2 de mes collègues ont eu un peu de difficulté à dormir. Bon, alors on verra si ça met la table à l'élection du 21 octobre prochain. Messieurs Fergus, Paulus, Dussault et Mme Posé, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.